J'étais assistante trade marketing digital, donc je travaillais sur tout ce qui est distribution de VOD et de ST. Et puis ces 6 derniers mois, donc ce que je viens de finir, j'ai été assistante de production chez Borsalino Productions, qui est une boîte, elle, qui est principalement production de longs métrages. Ils font aussi un peu de séries et un peu de documentaires, mais leur cœur d'activité, c'est le long métrage. Pardon. Donc là, je m'envole en Indonésie pour 6 mois d'échange universitaire. Et dans 6 mois, je reviens à TBS donc pour faire ma spécialisation, qui sera un master en management des activités culturelles et créatives, et qui est un master que propose pas mal d'écoles de commerce, pas juste Toulouse, et qui est destiné aux gens qui s'intéressent aux industries créatives, de la musique à l'édition, au cinéma. Donc voilà, on pourra en parler plus tard si ça vous intéresse. Alors, l'état du marché du cinéma en France, je n'ai rien dit, pourquoi ? Parce que le CNC, chaque année, publie un rapport qui est très bien fait, qui est disponible publiquement, mais on va en parler vite fait. Donc les entrées salles se maintiennent d'année en année, on verra exactement le graphique tout à l'heure, les entrées salles se maintiennent. En revanche, le DVD est en déclin, il est à moins 15%, il me semble, en fin d'année. Et sur tout ce qui est digital, il y a 2 tendances. Donc, en digital, vous pouvez soit louer un film sur votre ordinateur pendant 48 heures, soit l'acheter. La VOD, donc ce qui est locatif, est en baisse d'une dizaine de pourcents. En revanche, l'EST, donc ce qui est le fait d'acheter, est en hausse de 20%, ce qui fait un truc environ à 5-6%. Donc je vous enverrai évidemment le rapport du CNC, mais on va plus parler des expériences et du financement en soi. Donc voilà, ça c'est les 5 grosses étapes de conception d'un film, de l'idée à l'écran. Donc le développement, ça va être tout ce qui est brainstorming, écriture du scénario, tout ce qui est artistique vraiment, et commencer à réunir l'équipe. Le financement, c'est la partie où le producteur doit être, c'est la partie la plus importante pour le producteur, puisque c'est là qu'il doit aller chercher les financements des différents acteurs à droite à gauche. La préparation, c'est une fois que le film est greenlighté, c'est comme ça qu'on dit dans le milieu. Une fois que le film est greenlighté, ça veut dire qu'on a réuni suffisamment de fonds pour le budget qu'on a établi. Donc une fois qu'il est greenlighté, il passe en prépa. Là, on engage le directeur de production, donc c'est vraiment le bras droit du producteur, c'est l'homme qui va être sur le terrain, sur le plateau, à chapeauter concrètement le déroulement du plateau. Donc ce sera pendant le tournage, mais aussi on peut avoir le premier assistant caméra qui est engagé à ce moment-là, on peut avoir plein de monde. Enfin, le noyau de l'équipe commence à se former en prépa. On arrive au tournage. Donc le tournage se déroule. Et après le tournage, une fois que le film est la post-prod évidemment, une fois que le film est un produit fini, c'est là que commence l'exploitation et c'est là que le film réellement commence à engranger des bénéfices. Dites-vous que de l'étape 1 à 4, il n'y a aucun bénéfice pour le producteur. De l'étape 1 à 4, ce n'est que dépenses. Et c'est seulement à la fin du montage, une fois que le film est fini et qu'il commence à être vendu au cinéma ou à des plateformes, qui commence à engranger des sous. Voilà. Donc, le développement, comme j'ai dit, c'est un producteur qui rencontre un réal ou un scénariste et qui décide de se lancer sur un projet. Là, les coûts commencent, puisque le scénariste qui va faire le premier jet, le deuxième jet, il faut le payer. Les réécritures, si vous prenez des consultants aussi, il peut arriver... moi, sur un film, par exemple, il m'est arrivé de travailler avec une psychologue qui avait été engagée pour nous donner des conseils sur la psychologie des personnages, si c'était cohérent. Donc là, il y a quand même des dépenses. En revanche, si on n'arrive pas à financer le film, si on n'arrive pas à trouver les financements nécessaires, le développement du film peut s'arrêter là. Vous pouvez avoir un scénario super bien écrit, à votre sens, mais que personne ne veut financer, il va rester sur le côté. Et des fois, financièrement, c'est plus malin d'arrêter de développer un film qui ne marche pas parce qu'il ne trouve pas les financements nécessaires, parce que c'est pas le bon moment, et soit de le reprendre, soit de ne jamais le reprendre. Mais des fois, le développement peut être une étape qui peut prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc attention, des fois, il vaut mieux en fait arrêter le développement d'un film, mais c'est des pertes sèches, mais au moins, il n'y aura pas plus de pertes. Et là, c'est le cœur du sujet, le financement. Beaucoup de manières de financer un film. Alors, la première, c'est la plus évidente, c'est les coproductions. Et en fait, ça marche en termes de droits. Donc moi, je suis producteur d'un film, j'en détiens 100% des droits tant que je ne les ai pas vendus à d'autres coproducteurs. Et en fait, c'est ça. La coproduction, c'est vendre des droits à d'autres entités en échange d'argent pour financer un film. C'est clair pour tout le monde ? Les coproducteurs, quand ils vont acheter des parts du film, ils vont aussi, évidemment, récupérer des parts sur les recettes.
On verra après comment tout ça se dénivelle. On appelle d'ailleurs ça un dénivelé des recettes. En France, la particularité du cinéma en France, c'est qu'il est extrêmement subventionné. Et un des acteurs majeurs du cinéma, c'est le CNC, donc le Centre national de la cinématographie. Une première chose, c'est les aides financières automatiques. Donc il faut partir du principe qu'en France, normalement, les films qui respectent les règles et la législation sont automatiquement aidés pendant 5 ans. Comment ? Donc il y a une formule avec plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le nombre d'entrées salles que fera le film. Plus le film fait d'entrées salles, plus il sera aidé. Un autre élément, donc c'est un taux qui est fixé par le CNC qui change en fonction de. Donc c'est le CNC qui fait sa cuisine interne, donc ça c'est le CNC qui décide. Et la troisième composante de la formule, c'est un barème sur un point qui va prendre en compte plein de choses, mais notamment le fait d'avoir par exemple une équipe mixte, 50% femmes, 50% hommes. Plus l'équipe est mixte, plus le barème sera augmenté. Si vous prenez des techniciens français, le barème augmentera. S'ils sont européens, il baissera un petit peu. S'ils sont extra-européens, il baissera encore plus. Donc en gros, plus on engage de français, plus on suit les prérogatives du CNC de manière générale, plus ce point, en fait, qui va de 0 à 1, sera important. Donc il peut être diminué. Par exemple, si j'ai 2 de mes acteurs qui sont belges, il ne va pas être à 1, il va être à 0,96. Ce qui va faire que mes aides financières automatiques vont être baissées. Est-ce que c'est clair ? Ok, très bien. Donc au-delà des aides financières automatiques qui sont données normalement à tous les films pendant 5 ans, donc après la diffusion en salle, il y a des aides financières sélectives. Et ça, c'est plus des enveloppes qu'on donne. Et les aides financières sélectives, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont destinées à un certain type de cinéma. Donc, par exemple, le CNC a une aide pour le cinéma de la mixité. Il y en a qui sont destinés par exemple pour les gros travaux de post-prod, il y en a qui sont destinés à aider à la musique originale, il y a des aides aussi qui sont destinées à la réécriture, il y a vraiment une pléthore d'aides, et on ne parle que du CNC, mais pour ces aides-là, qui sont sélectives, on doit déposer un dossier. Donc c'est des dossiers de demande d'aide. Plus souvent, donc il y a un synopsis, donc c'est un résumé du film, une note d'intention, de la part du réalisateur, il peut y avoir aussi une note de production de la part du producteur. Enfin bref, en fonction de l'aide qu'on demande, les pièces peuvent être diverses. Donc ça, c'était pas mal de ce que je faisais au jour le jour. Je constituais beaucoup de dossiers de demande d'aide. Donc voilà, et ça, donc les aides financières sélectives sont obtenues après comité. Donc on dépose le dossier, il y a un comité qui se tient. Et on vous dit, très bien, vous avez obtenu 200 000 €, bon, on est désolé, vous n'avez rien obtenu du tout. Le CNC, qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi ? Il fait le crédit d'impôt. Et là, ça marche à peu près sur le même principe que les aides financières automatiques. Sauf que là, c'est sur 100 points. Donc sur 100 points, plus vous engagez de techniciens français, plus vous tournez en France, si la post-prod est en France, vous gagnez des points sur ces 100 points. Et en gros, sur ce barème-là, vous allez avoir un rabattement fiscal, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer, vous allez payer moins d'impôts sur ce film parce que vous avez engagé des personnes françaises, parce que vous avez tourné en France, parce que. Donc voilà. Donc ça, c'est le CNC. Le CNC, c'est pas seulement un organisme qui donne de l'argent, c'est aussi un organisme de régulation, puisque, comme je vous ai dit, les aides financières automatiques, il faut respecter la législation. Donc c'est lui qui va éplucher les comptes de tous les films, c'est lui qui va veiller à la bonne tenue du tournage. Par exemple, s'il y a des enfants sur un tournage, le CNC va contacter les services de protection de l'enfance pour qu'ils aillent faire un tour sur le tournage pour vérifier que les enfants sont bien traités, etc. Donc régulation, mais aussi archivage, puisqu'à la fin de chaque film, normalement, les boîtes de production ont l'obligation de déposer une copie de ce film-là au CNC pour l'archivage. Donc théoriquement, tous les films qui ont été faits en France sont conservés par le CNC. Théoriquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les autres aides publiques au cinéma. Et en gros, ça va plus s'apparenter à des aides financières sélectives. Donc c'est des régions, par exemple, Île-de-France, région Sud, qui vont donner à des films pour les encourager à venir tourner chez eux. C'est des fondations, la fondation Bettencourt, par exemple, qui va donner de l'argent. C'est des associations aussi qui peuvent donner de l'argent. Il y a plein d'aides d'organismes publics au cinéma. Et en gros, une autre grosse partie de mon travail, c'était d'aller dénicher ces aides. Parce qu'il y en a qui sont plutôt destinées à des comédies. Enfin,
dans le milieu, les gens savent par exemple que telle région va plus donner à des comédies, une autre région va plus donner aux films d'auteur. Île-de-France par exemple, ils donnent beaucoup aux films d'auteur. Donc voilà. Ça, c'est toutes les autres aides publiques au cinéma qui sont sélectives. Donc pareil, il faut déposer un dossier, il faut attendre le comité, il faut attendre la réponse du comité. Les SOFICA. Les SOFICA, donc c'est des sociétés de financement du cinéma, donc SOFICA. Et en gros, ce sont des personnes comme vous et moi, des gens qui ont des sous, qui vont aller confier leur argent à ces SOFICA, et ces SOFICA vont, elles, investir dans le cinéma. Elles ne peuvent exclusivement qu'investir que dans le cinéma. Pourquoi les gens donnent leur argent? Puisque sur l'argent qu'ils vont déposer dans ces SOFICA, ils ne vont pas payer d'impôts en fait. Et ils peuvent récupérer un certain intérêt. Par exemple, moi je suis dentiste, j'ai 20 000 euros à investir, je vais voir la SOFICA, je donne 20 000 euros, je dis bon bah dans 5 ans, et 5 ans plus tard, non seulement j'aurais pas payé d'impôts sur cet argent, mais en fonction du contrat que j'aurais signé avec la SOFICA, je pourrais récupérer des intérêts. Du coup, la SOFICA, ce sont purement des organismes d'investissement dans les films. Donc pour un film, on peut soit faire appel à une SOFICA, soit faire appel à un pool, comme en anglais, P-O-O-L, de SOFICA, et c'est là, on engage plusieurs SOFICA sur un seul film. De la part des SOFICA, la stratégie, elle est assez safe. Ils investissent rarement sur un seul film. Quand une boîte de production vient les voir, elle dit bah, très bien, le film que tu me présentes m'intéresse, mais quels sont tes autres projets pour les 3-4 ans? Bah, moi j'ai ça. Et bah, très bien, bah, je vais mettre 200 là, 200 là, 200 là, 200 là. C'est comme ça que ça s'organise. Et la dernière grosse partie, c'est le préachat. Alors le préachat, donc vous êtes d'accord, on est à l'étape du financement. Le film n'est pas fait, le film n'est pas tourné, on a juste un scénario et un truc qui tient la route. Le préachat, donc ce sont des chaînes ou des distributeurs qui vont vouloir préacheter le film avant qu'il ne soit fait. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'avoir des droits de diffusion. Par exemple, TF1 va m'acheter moi mon film pour le diffuser pendant sa fenêtre d'exploitation, on reviendra sur ça plus tard, 2 fois. Donc elle va me payer le prix de diffusion. Le distributeur, pareil, il va m'acheter par territoire. En fait, le distributeur, il achète plus par territoire. Donc, tiens, ce film-là me plaît, je vais l'acheter pour la France, la Norvège, la Finlande. Je vais l'acheter pour le Japon, l'Afrique, ou que sais-je. Et donc ça, on appelle ça le préachat, puisque le film n'est pas encore fait à l'époque où les contrats sont signés. Est-ce que vous avez des questions sur ces 5 manières de récolter de l'argent? Ouais. Un distributeur, c'est celui qui va s'occuper de distribuer le film, soit aux salles de cinéma, soit en VOD. Par exemple, c'est ce que je faisais. Moi, je faisais de la distribution digitale. Donc, j'avais un catalogue, et mes interlocuteurs étant Canal VOD, par exemple, iTunes, Google Play, ils me disaient moi, je veux ce film-là. Ok, très bien, moi, je le distribue. J'étais l'ayant droit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, c'est du commerce. Il faut savoir vendre ses films, mais il y a plusieurs manières de vendre des films. Tu vends rarement un film seul. Ce que tu fais, c'est que tu dis ce film-là t'intéresse, super, je veux bien te le vendre, mais tu prends les 20 autres qui sont un peu moins bien, qui marchent un peu moins bien. C'est plutôt comme ça qu'ils font les deals en distribution. Ok. Le financement. Donc le budget d'un film moyen en 2018, c'était 4 millions. Alors, normalement, un bon producteur ne met pas d'argent dans sa poche. Le travail d'un producteur, c'est de réussir à trouver les bons partenaires, ceux qui croient en son projet, et de récolter des sous à droite à gauche, mais pas de les sortir de sa poche. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle un plan de vie. Et c'est ce qu'on fait pendant la préparation, et ça va en fait dresser la feuille de route pour tout ce qui est dépenses. Les postes que vous voyez, droit artistique, personnel, charge sociale, ne changent jamais. Chaque film a un plan de vie qui est dressé sur ce modèle. Alors là, c'est vraiment juste les grosses lignes. Mais en dessous de droit artistique, par exemple, vous allez avoir réalisateur, scénariste, machin. Personnel, c'est tous les techniciens. En charge sociale, par exemple, le matériel de tournage, c'est tout ce qui va être caméra, camion, régie. L'assurance, donc, s'élève à 2% avant frais généraux.
Préfinancier, 3%. Les frais financiers, c'est par exemple les emprunts que vous allez faire ou les contrats que vous allez mener. Imprévu, 8%. Frais généraux, 10%. Donc, donc les pourcentages, normalement, sont plus ou moins. Hein, vous n'êtes pas obligé de vraiment... Mais normalement, c'est ce qui est préconisé pour avoir un plan de financement qui tient la route. Voilà. Et c'est grâce à ça que le directeur de prod, sur le tournage, va pouvoir concrètement appliquer ce qui a été prévu et voir, bah voilà, j'avais prévu tant en technicien, je ne vais pas ajouter 4 techniciens ce jour-ci, ou les assurances, par exemple. On peut choisir de ne pas assurer certaines choses, par exemple. Sur une grue de tournage, on peut décider de ne pas assurer la grue. C'est un choix. Ou alors, ça c'est une problématique qui s'est posée sur un des films sur lesquels j'ai bossé. L'assistant réel voulait une grue pendant 2 semaines. Le directeur de prod a dit mais non, on va s'arranger, on va garder la grue 5 jours et comme ça va nous coûter beaucoup moins cher. Donc voilà. Mais normalement tout ça c'est fait pendant la préparation et quand on passe au tournage, on ne fait qu'appliquer le plan de financement. Et bien du coup le tournage. Donc le plan de financement que je vous ai montré avant, c'est des sous, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même une certaine intention artistique et des obligations techniques. Et pendant le tournage, le jeu pour le directeur de production, ça va être d'essayer d'allier et le budget et les exigences artistiques du réalisateur et de l'équipe, et aussi les exigences techniques. Ça marche plus ou moins bien. Les Moissons du ciel, par exemple, de Terrence Malick, est un film qui a été filmé exclusivement, c'était 1 demi-heure par jour, il me semble, au moment de l'heure bleue. Très compliqué à financer parce que vous payez les gens à la journée. En plus, les techniciens, c'est connu que tout ce qui est technicien est beaucoup plus cher outre-Atlantique. Et ça, du coup, le producteur de ce film avait fait un deal avec la Paramount en disant bon, bah, Paramount vous financez tant et tout ce qui sera hors de ce budget, c'est moi qui le sors de sa poche. Donc ça, tu vois, vous voyez, très mauvais exemple de management d'argent normalement. Les Dents de la Mer, c'est assez marrant parce que Steven Spielberg, c'était son premier gros film à l'époque et ils ont fait des dépassements de budget phénoménaux. Et Steven Spielberg avait si peur, donc les requins qui marchaient pas quand ils étaient mis à l'eau, les bateaux qui coulaient, la mauvaise ambiance sur le plateau, donc rien n'allait. Et Steven Spielberg, à la fin, ils ont dépassé le planning de tournage d'une dizaine de jours, vraiment la catastrophe. Et Steven Spielberg avait si peur que ses techniciens l'assassinent pendant la nuit qu'il s'est enfui en speedboat dans la nuit. Ouais. Et sinon, Paranormal Activity, qui a coûté, je vais vous dire, qui a coûté 13 500 $ et qui a rapporté 200 millions $. Donc ça, pour le coup, super bon investissement. Et en gros, donc l'objectif pendant le tournage, c'est de tenir le budget, de réussir à faire un film qui rentre dans les clous. Mais une fois que le film est fait, le but c'est aussi de l'exploiter et d'en faire des sous, puisque c'est là que pour le producteur ça commence à être rentable. La chronologie des médias, c'est une législation française qui a pour but de préserver chaque acteur. Donc il a pour but de préserver les producteurs, mais aussi les chaînes télé qui investissent, les chaînes télé qui investissent moins. Et en gros ça marche sur le schéma suivant. Si et seulement si le film, un long métrage, sort au cinéma, pendant 4 mois, personne d'autre que les salles de cinéma n'aura le droit de l'exploiter. Au-delà de 4 mois, ça commence la VOD et le ST, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est le fait de louer ou d'acheter des films sur son ordinateur. Après, en orange, vous voyez ce qu'on a, la Pay TV. Et en fait, la première fenêtre Pay TV correspond à 2 chaînes en France. Donc c'est Orange/OCS et Canal. Puisque OCS et Canal s'engagent chaque année à mettre un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires dans la création, dans la production cinématographique française. Attention, pas étrangère. Donc, en contrepartie, quand ils achètent des films, eux, ils ont le droit de les diffuser là. Donc à plus 8 mois et à plus 17 mois. Et c'est beaucoup plus avantageux, parce que moi, spectatrice qui ne suis pas allée voir Avengers par exemple au cinéma, si Canal l'achète, ben, il va le passer au bout de 8 mois. Alors qu'en revanche, si une autre chaîne gratuite l'achète, ce qui peut arriver, la fenêtre gratuite, elle est là. Donc je pourrais le voir à partir de 23 mois après sa sortie salle. Du coup voilà. Donc là en orange, vous avez en gros Canal et OCS. Ici c'est la SVOD, pareil, Canal et OCS.
puisque pareil, ils sont avantagés. La SVOD que vous connaissez, SVOD c'est Streaming Video on Demand. La SVOD que vous connaissez, Netflix, Amazon, elle est là. C'est la SVOD sans accord. Donc à partir de plus 36 mois. Donc pour reprendre le cours, donc ça c'est les chaînes qui s'engagent à investir dans le cinéma. Ça c'est encore de la pay TV, donc les TV payantes mais qui ne s'engagent pas à payer dans le cinéma. Là commence la Free TV encore, et la VOD gratuite qui peut exister ou pas en fonction du choix du producteur et du distributeur. Donc ça encadre très très fermement la part de chaque exploitant dans l'exploitation d'un film en fait. Des dérogations peuvent exister. Si le film fait moins de 150 000 entrées, les délais sont réduits. Pourquoi ? Parce que ça permet au producteur en fait d'engranger des sous plus vite. Au lieu d'attendre 4 mois, au bout de 2 mois, en réalité, on sait combien un film va faire au cinéma. Si au bout de 4 mois, il a fait moins de 150 000 entrées, tous les délais qui suivent vont être réduits. Et du coup, par exemple, juste pour prendre Netflix, au lieu de pouvoir le mettre sur Netflix à plus 36 mois, il passera à plus 33 mois, par exemple. Il gagnera 3 mois d'exploitation. La chronologie s'applique aussi aux documentaires. Donc il y a quelques variations, mais c'est juste des délais qui changent. Donc là, c'est vraiment long métrage fiction. Mais en revanche, elle ne s'applique pas pour les courts métrages. Donc une question qu'on a eue tout à l'heure, un film Netflix qui ne sortira pas au cinéma n'est absolument pas soumis à cette législation. Donc Netflix, dès qu'il est produit, peut le sortir. Et il ne passe pas par les étapes obligatoires, Pay TV d'abord, puis deuxième fenêtre Pay TV, plus Free TV. C'est vraiment à partir du moment où le film sort au cinéma. Et c'est pour ça, du coup, justement, qu'il y avait eu la controverse de Okja à Cannes il y a quelques années, puisque le film n'est pas sorti en salle. Aux États-Unis, pour pouvoir passer aux Oscars, Netflix, du coup, sort ses films dans 3-4 salles, par exemple, juste pour avoir le droit de les passer aux Oscars. Mais Netflix a une stratégie qui est de ne pas passer ses films au cinéma, ce qui est logique pour eux. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du dénivelé. Donc, tous ces acteurs-là achètent les droits de diffusion du film, puisque c'est ça dont il s'agit. Et donc, le producteur reçoit des sous. Qu'est-ce qu'il fait de ces sous ? Eh bien, en fait, il n'en fait pas ce qu'il veut du tout. Parce que dans les contrats de copro qu'il aura signés, il va y avoir des obligations envers les gens qui ont donné des sous. Par exemple, ça, c'est un film sur lequel j'ai travaillé. Et là, vous voyez que Gaumont est le plus gros investisseur. Donc, c'est ce qui est en bleu. Gaumont, jusqu'à 725 000 €, récupère toutes les recettes du film. C'est dans le contrat. Au-delà de 725 000 € apparaissent d'autres exploitants. Donc en bleu, Gaumont aura 20%. En orange, je ne sais plus qui, aura 6%. Guillaume, c'est le réalisateur, il va avoir 4%, etc., etc. Et en gros, en fonction des contrats, ce dénivelé va changer. Par exemple, on aurait pu avoir un seul coproducteur, et là, ça aurait été juste Gaumont et Borsalino, par exemple. On aurait pu avoir encore plus de coproducteurs et d'acteurs, et là, le dénivelé aurait été encore plus compliqué. Ça, c'est vraiment juste une schématisation de tous les contrats qui sont signés sur les films. Et en gros, ça peut être aussi une perte, puisque si jamais, déjà, le film n'atteint pas 725 000 €, s'il atteint 700 000 €, Gaumont récupère tout. Donc moi, Borsalino, je ne récupère rien du tout. Moi, Borsalino, je commence à récupérer au-delà. Si le film s'arrête là, la répartition ne va pas changer. Donc tout ce qui est au-dessus va pas recevoir d'argent, ou va moins recevoir d'argent. Par exemple, là, je pense au réalisateur, ici. À ce niveau-là, le réalisateur prend 4% des bénéfices. Et si on passe là, il en prend 6%. Et donc ça, c'est tout un jeu de négociation, en fait, entre le producteur, entre le réalisateur, les agents des réalisateurs, des acteurs, et les différents partenaires financiers qui vont investir dans le film. Des questions ? Non, parfait. Le métier de producteur. Alors, ma petite expérience. Donc moi, j'étais assistante de production chez Borsalino Productions, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup observé. Et en gros, pour moi, il y a 3 grosses parties. Il y a une partie artistique, puisqu'on choisit le projet dans lequel on veut investir, on rencontre des gens, on rencontre des créatifs, des talents, comme on les appelle, et c'est eux qu'on va choisir
pour travailler sur tel ou tel projet. Donc il y a vraiment un investissement artistique de la part du producteur, puisque c'est lui qui va choisir dans quel projet il va mettre son argent. Aussi beaucoup de financiers, juridiques, administratifs. Vous avez vu, il y a beaucoup de budget, il y a des dénivelés, il y a des contrats à signer. Et il faut avoir une certaine idée des choses quand même, une certaine idée de comment on investit, comment on signe des contrats, être réglo, signer des contrats, les faire passer, voilà. Et il y a aussi énormément de relationnel, puisque une grosse partie du métier de producteur aussi, c'est de se déplacer sur les festivals, sur les marchés, de rencontrer des gens, des talents, mais aussi de rencontrer d'autres producteurs, d'autres partenaires financiers qui peuvent, avec qui il peut éventuellement travailler par la suite. Et du coup, en tant qu'assistante de production, on touche beaucoup moins à l'artistique. Ça relève, c'est vrai que ça relève plus du producteur. J'ai fait pas mal de fiches de lecture, de scénarios. Donc je lisais un scénario, j'en faisais un résumé, je disais ce que j'en pensais, ses points forts, ses points faibles. Ce qui était très agréable chez Borsalino, c'est que mon avis était pris en compte. Dans d'autres boîtes, en tant qu'assistante de production, déjà, on ne demandera peut-être pas votre avis, ou alors par politesse. Mais pour avoir déjà relu des commentaires que j'avais faits sur des scénarios sur lesquels on travaillait, sur lesquels on travaillait, pour le coup, c'était vraiment chouette parce que mon avis était pris en compte et j'étais pas juste la madame photocopie. Parce que en assistante de production, quand même, il y a pas mal de photocopies, forcément. Qui dit contrat, dit photocopie, dit rangement, dit classeur. Donc voilà, c'était le côté le moins amusant, je pense, de mon stage. Mais bon, à côté, je faisais quand même pas mal de trucs. Et moi, j'ai adoré le côté relationnel, dans le sens où c'était une petite équipe, hein, il y avait 2 producteurs, un chargé de production et moi. Et tout passait par moi. Enfin, je voyais tout ce qui se faisait, je lisais tous les contrats, si j'avais envie. De toute façon, tous les contrats passaient par moi à un moment ou à un autre. Je voyais vraiment comment marchait la mécanique et ça, c'était vraiment intéressant. Le directeur de prod, machin, c'était par moi qui passait quand il avait besoin de quelque chose. Donc c'est aussi une excellente manière de rencontrer les gens et surtout de voir comment ça se passe en fait. Voir comment les dynamiques se passent, comment ça se passe sur un plateau et comment ça se passe même entre producteurs. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit? Je vous remets les étapes. Sur développement, financement, préparation, tournage, exploitation. Ok. Donc, moi je vais passer à ce qui pour moi risque de poser problème dans les prochaines années. Est-ce que les gens vont encore au cinéma? Globalement, oui. Ça, c'est la fréquentation des salles obscures en France ces dernières années. Je pense que les variations tiennent plus de la différence de line-up en fait, qu'on propose. Si on a des années avec un Roi Lion qui fait 10 millions d'entrées, avec Bohemian Rhapsody qui a fait 6 millions d'entrées, avec un Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui fait 6 millions d'entrées aussi, il me semble, ça va booster. Il y a des années où le catalogue est moins riche. Mais globalement, la fréquentation des salles obscures se maintient et il y a de plus en plus d'offres qui essayent de pousser en fait, les gens à aller au cinéma. Moi, par exemple, j'ai une carte UGC. C'est une carte que je paye 17 € par mois et qui me permet d'aller dans tous les UGC de France, mais aussi dans plein de salles. Et j'ai pas à payer ma place de cinéma. En fait, je passe ma carte et enfin, c'est un abonnement. De Gaumont, pareil, à la même offre. Il y a des prix qui sont réservés aux étudiants dans les MK2 par exemple, qui est une chaîne de cinéma, qui font les places à 5 € toute la semaine. Donc il y a vraiment une politique d'encouragement des fréquentations des salles obscures. En revanche, et ça c'est plus intéressant, qu'est-ce que les gens vont voir? Donc à gauche, vous avez le top 10 des films français, et à droite, vous avez le top 10 des films américains. Je vous laisse lire vite fait. Donc ça, c'est ce qui marche en France. Et quand on regarde le top 10 de tous les films, on retrouve finalement très peu de films français. On retrouve Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, et on retrouve Nos filles roses ensemble, qui est la suite des Petits Mouchoirs, qui a beaucoup moins bien marché que les Petits Mouchoirs d'ailleurs. Mais par exemple, du côté gauche, on a des comédies, mais aussi on a Au nom de la Terre, c'est un drame par exemple. Hors norme, c'est un drame. Le Chant du Loup, je ne sais pas si vous avez vu, c'était un espèce de thriller, film de sous-marin assez cool. Mais voilà.
Voilà les films qui marchent en France. Donc finalement, quand on regarde le top 10 global, les films français se taillent pas une aussi grosse part que ce qu'on pourrait le croire. L'avenir des chaînes TV. L'avenir des chaînes TV, c'est aussi une grosse épine. Parce que je vous ai montré, dans le préachat, il y a pas mal de préachats de chaînes. Sauf que l'audience des chaînes est de plus en plus vieillissante. Là, c'est la statistique la plus marquante, mais France 3, la moyenne d'âge de l'audience, des gens qui regardent, c'est 60 ans, par exemple. Moi, je sais que je regarde plus du tout la télé, j'ai plus du tout la télé chez moi, mes amis n'ont pas la télé, donc les jeunes regardent vraiment de moins en moins la télé. Donc, les chaînes vont être amenées à avoir de moins en moins d'argent à investir, et les films qui profitaient de l'investissement des chaînes vont devoir aller le trouver ailleurs. Donc je sais pas trop comment se passer pour l'avenir des chaînes TV, mais en tout cas, il faut soit que les chaînes TV essayent de se réinventer, et c'est ce qu'elles essayent de faire, puisque l'audience ne se renouvelle pas, soit le cinéma devra trouver un autre acteur pour investir. Comment elles essayent de se réinventer? Beaucoup de chaînes TV aujourd'hui en France essayent de sortir leur plateforme de streaming. Par exemple, Canal a sorti Canal VOD, France 2 veut sortir une plateforme qui s'appelle Salto, en accord avec M6, mais c'est pas encore fait. Donc voilà, donc elles essaient aussi de se mettre sur le digital. C'est juste des pistes de réflexion, je n'ai absolument pas la réponse à toutes ces questions. La vidéo physique, donc tout ce qui est DVD, Blu-ray, qui est en train de se casser la gueule monumentalement. Les gens achètent très peu de DVD. Ce qui marche encore, c'est tout ce qui est un petit peu les coffrets ou les trucs un peu premium, où c'est des beaux objets et pas juste les DVD. Mais sinon, la baisse est enclenchée depuis plusieurs années, et là, on a fini l'année à moins 15%. En ce qui concerne la vidéo digitale, on a deux tendances. La VOD, donc tout ce qui est louer des films, est en baisse, alors que l'EST est en hausse. Donc, ce qui fait, comme je vous ai dit, un marché digital qui est en hausse, mais à moins de 10%. Donc c'est pas une hausse phénoménale. Il y a aussi la question de la SVOD, donc c'est Streaming Video On Demand, c'est tout ce qui est Amazon Prime, Netflix, tout ce que vous payez par abonnement en fait. Dites-vous que la différence entre la VOD et l'EST, c'est que c'est un film que vous achetez ou vous louez. Tout ce qui est Netflix, Amazon et tout, pour vous aider à mettre ça sur la chronologie des médias, donc c'est bien après, et c'est tout ce que vous pouvez accéder en payant un abonnement. La SVOD, ça pose problème, puisque est-ce que ça va signer la fin de la fréquentation des films? C'est vrai, quand moi je paye un abonnement Netflix à 10 €, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller au cinéma alors que dans mon salon j'ai plus de 1000 films? Ou alors, est-ce que ça va être le Messi? Parce que ça va être des plateformes qui vont, comme Netflix, pareil, qui va donner des sous à un Scorsese pour faire The Irishman, à Cuarón pour faire Roma, à des grands noms comme ça pour faire du cinéma, un autre cinéma. On ne sait pas, il y a Amazon aussi qui investit énormément. Amazon est un peu à la traîne derrière Netflix. Elle a fait d'énormes efforts marketing pour essayer de convaincre même les gens qui ont l'abonnement Amazon Prime, donc qui leur permet de se faire livrer des trucs du jour au lendemain chez eux, ont directement accès à tout le catalogue Amazon Prime Video. Sauf que les gens ne le savent pas. Du coup, ces derniers mois, Amazon a fait une énorme campagne en disant mais avec Amazon Prime, vous avez Amazon Prime Video, allez-y, machin, mais ça marche un peu moins. Mais ils sont en train de développer par exemple une série sur le Seigneur des Anneaux qui est très attendue, donc ils essayent de se faire leur place aussi. Et dernière question, la SVOD. Comment vont se positionner Netflix, Amazon, ces grosses plateformes, mais la SVOD, c'est aussi plein de petites plateformes plus spécialisées. C'est la Cinétech, par exemple, TEK à la fin, qui propose une sélection chaque mois autour d'un thème. C'est Mubi, qui propose 30 films par mois, donc chaque jour, un film est ajouté et un film est enlevé sur des films qui sont, ce qu'on appelle des films de patrimoine, ou des films d'auteur qui sont moins exploités. Vous avez de la SVOD qui est spécialisée en documentaire, vous avez de la SVOD qui est spécialisée dans des coins géographiques, vous avez vraiment de tout en SVOD, mis à part les grosses têtes qu'on connaît, Netflix, Amazon, etc. Ou Disney+, j'en passe. Et dernier point, le cinéma est-il trop subventionné? Vous avez vu, le CNC tient une place très importante, et c'est pas le seul organisme public qui donne des aides. Et il y a eu un rapport qui est sorti l'an dernier de Dominique Boutonnat, qui est aujourd'hui président du CNC, et qui disait que justement le CNC donnait trop d'argent,
qu'il y avait trop de films français qui sortaient par an et qui n'étaient pas rentables. Et une analyse peu comme ça peut se baser sur ce top 10 en fait. C'est vrai que dans le top 10 de tous les films français sont peu présents. Et du coup, lui préconisait beaucoup plus d'investissement privé, beaucoup plus de Sofica, beaucoup plus d'aide en fait, d'abattement fiscal, puisque les Sofica c'est ça, je me rappelle, et moins d'aide publique du CNC. Donc voilà, pour moi c'est vraiment quelques-uns des points qui vont modifier le paysage du financement du cinéma, du moins en France, dans les quelques années qui viennent. Et c'est tout pour moi. Donc, si vous avez des questions. Alors, peut-être quelques questions avant de s'arrêter là, parce qu'il y en a certains. Essayez de parler plus fort. On n'entend pas la question. Alors, moi j'ai travaillé sur un film, donc il m'a demandé combien rapportait le film que j'ai aidé à produire. Le film n'est pas encore sorti. Donc, je sais pas. Mais je pense que ça va être pas mal. Il s'appelle Pourrigaté, il sort en septembre, août 2020. Et c'est un remake d'un film mexicain, Nosotros los Nobles. Et donc c'est l'histoire d'un père qui se rend compte que ses enfants sont pourris gâtés, qui pensent qu'à l'argent, que ça devient des sales gosses, et qui décide donc de simuler sa ruine pour emmener ses enfants au fin fond de la pampa et de leur dire maintenant il faut bosser les gars. Donc voilà, comédie familiale, ce qui marche bien en France, Gérard Jugnot, pas trop triste. Mais du coup je te dirai comment ça rapporte. D'autres questions? Oui, Charlotte? J'ai vu beaucoup d'articles en ce moment qui disent que, en ce moment, en tout cas, le financement en France pour les cinémas est en difficulté. Et je voulais savoir ce que vous en dites. En difficulté, oui, parce qu'il y a plein de trucs qui changent. Boutonna, il y a eu vraiment une grosse réaction de la part de tous les syndicats de producteurs quand Boutonna a publié son rapport. Et quand il a été nommé à la tête du CNC, parce que lui justement disait on donne trop d'aides publiques, arrêtons les aides publiques, encourageons l'investissement privé. À voir. Mais en fait c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de l'état du marché du cinéma, parce que tout est dans le rapport du CNC que je vous ferai parvenir, mais surtout c'est pas très parlant sur les mécanismes de financement. Tu vois ce que je veux dire? Que le DVD fasse plus 15% ou moins 15%, c'est pas ça qui va changer le financement du cinéma en soi. C'est vraiment tout ce qui est chronologie des médias et les habitudes, les mœurs. Oui. Tu peux me tutoyer. Non, malheureusement non. Je ne suis pas assez importante. Non, assistante de prod, c'est vraiment c'est le premier échelon déjà. Et tout le monde ne reçoit pas de droits d'auteur. En fait, ce dont tu parles, ce sont les droits d'auteur. Donc tu as des personnes qui vont travailler sur le film, comme le réalisateur, comme le scénariste, et pas tous d'ailleurs, qui vont recevoir des droits d'auteur, donc qui vont être compris. Tu vois, dans le dénivelé des recettes que j'ai montré tout à l'heure, sur les 500 000 premiers euros, ils vont recevoir 0,03%. C'est vraiment petit, pour les acteurs et les scénaristes, c'est pas très gros. Alors moi, en tant qu'assistante de prod, absolument pas. Les scénaristes, il y a une différence à faire parce que tu as des scénaristes qui sont payés au forfait, donc on leur donne une enveloppe, on leur dit moi je veux une réécriture, merci, au revoir. Et tu as des scénaristes donc, qui ont des droits d'auteur, et eux en revanche leur nom figure au numérique, et effectivement ils ont une part sur les recettes qui sont attribuées. C'est vraiment des tout petits pourcentages. Dans mes souvenirs, le dernier contrat de scénariste que j'ai lu qui avait des droits d'auteur, c'était 0,06% jusqu'à 500 000 euros, puis de 500 000 euros à plus, c'était 0,003%. C'est vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose. Un réalisateur aura plus, par exemple. Un réalisateur peut monter jusqu'à 0,5%. Mais après, quand on est dans un film comme Intouchable qui fait 19 millions d'entrées, c'est une grosse enveloppe que tu récupères à la fin, tu vois. Ça, ce sont les recettes, on est bien d'accord. Oui, c'est sur les recettes. C'est-à-dire que tu es payé en tant que technicien, scénariste, tout ça, puis après, ce sont les recettes. Ouais. On a vu sur le tableau, ça dépend en fait à partir de
un certain nombre d'entrées. Là, on commence, tout le monde a gagné de l'argent. Ouais. Comment la CNC détermine l'argent qu'elle va investir dans un projet? Ça dépend, en fait, c'est les comités qui vont décider. Ça dépend. Les aides financières automatiques, c'est sur le nombre d'entrées salles et sur les efforts que tu auras fait pour engager le maximum de techniciens français, faire le maximum de trucs en France, égalité homme-femme, tout ça. Donc, ça, c'est d'un côté. Et ça, c'est une formule qui est appliquée bêtement, nombre d'entrées salles, le taux du CNC, le barème, tac. Pendant 5 ans, tu vas recevoir ça chaque année. Les aides financières sélectives, c'est des comités. Donc tu présentes ton dossier, le comité lit ton dossier, ça lui plaît, il investit, il décide qu'on n'a rien investi. Ça lui plaît pas, il t'envoie une lettre gentiment, non merci, on n'est pas intéressé. Et pareil pour toutes les aides sélectives en fait, que ce soit le CNC ou pas, pour les régions, pareil, ils te demandent de dresser un dossier, un certain nombre de pièces. Et ce que je vous disais, c'était pas mal de ce que je faisais tous les jours, c'était dresser des dossiers, appeler machin, tiens, il me faudrait ta note s'il te plaît, ou combien tu penses que ça coûte, ça, comment je remplis les tableaux, voilà. Et juste pour information, ça, au Maroc, c'est à peu près le même fonctionnement. Le CCM aussi, c'est jusqu'à 50%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les aides publiques ne peuvent pas dépasser 50% du budget du film. Parce que... Après, il faut trouver d'autres sources, donc soit les coproducteurs, soit le préachat, soit les sous-FICA, mais vous ne pouvez pas faire un film uniquement avec les aides publiques. Pas possible. On a vu que c'était quand même un peu difficile d'avoir du financement en France. Comment EuropaCorp arrive à avoir 200 millions d'euros pour faire des films? Oula. Ouais, EuropaCorp, ils ont fait un peu n'importe quoi. Alors, je sais pas exactement... EuropaCorp, c'est fini. Hein. C'est fini. EuropaCorp, c'était la boîte de production de Luc Besson qui a fait, à l'époque, Le 5e élément, Nikita, quand Besson était... Quand elle se transforme en USB, là. Ouais. Lucie, exact. Lucie. Il y a Lucie, il y a Anna. Donc Anna, c'est le dernier film qu'ils ont sorti. J'ai bossé dessus, j'ai eu cette chance. Ils ont sorti ça en juillet. Ils ont sorti ça en juillet, ça a été un énorme bide. Et en gros, Europa, ça fait plusieurs années qu'ils ont des difficultés financières. Ils ont vendu leur catalogue, puisqu'ils avaient un catalogue de films que tu vends, quoi. Enfin, tu gardes ton catalogue et tu dis, toi, tu veux le diffuser, ok, je te le vends. Donc ça fait bien longtemps qu'ils l'ont vendu pour gagner des sous. Et l'an dernier, ils sont rentrés en procédure de sauvegarde, qui est une procédure judiciaire qui empêche les huissiers et les gens à qui tu dois de l'argent de te prendre tout ce qui te reste. Donc c'est fini EuropaCorp. Et même chez Fox, Pat et Europa représentait moins de 3% du chiffre d'affaires. Et tout ça avec les taxis, parce que les films, la franchise taxi a très bien marché. Mais bon, c'est carrément en train de mourir, enfin, c'est mort, Europa, Luc Besson. Enfin, s'il sort un film, franchement, ça m'étonnerait énormément, quoi. Luc Besson, c'est un producteur et réalisateur français. Non, il n'a jamais tourné, non. Non, je pense pas. Est-ce qu'il a tourné, Luc Besson? Ah oui. Oui, est-ce qu'il a joué? Ah, attends, non. Non, il n'est pas un acteur. Non, il a réalisé et produit. Puis il y a des soucis avec la justice. Ouais. Harcèlement sexuel. Grosses histoires d'harcèlement sexuel, même. Cela ne nous regarde. Laissons la justice juger. C'est vrai, mais ça n'a pas du tout amélioré. Enfin, vous me direz, ça n'a pas empêché Polanski de sortir J'accuse. Oui. D'autres questions, que ce soit sur cet exposé, cet excellent exposé. Je me suis bien sûr. Ou sur mon expérience, ou sur l'école de commerce, ou... Sur le parcours de Samia, est-ce que vous avez des questions? Je fais S et maths, et après, j'ai fait 2 ans de prépa. C'était chaud. C'était dur. C'était dur et je pense que je me suis mal orientée personnellement. Je pense que j'aurais été mieux dans une prépa BM, par exemple. Mais après, c'est 2 ans de travail, mais... Ouais, c'est difficile, mais on apprend énormément quand même. Et on a la chance d'avoir des excellents professeurs. Ça, pour le coup. Et puis, il y a même une ambiance, en fait. Moi, j'étais au lycée La Canale. Et c'était une ambiance assez fraternelle. On n'était pas en train de se tirer dans les pattes pour voir qui avait la meilleure note. Mais bon, il y avait un internat, j'y étais pas. Moi, j'étais pas loin.
Mais non, après, la prépa, c'est 2 ans de dur labeur. On aime, on n'aime pas. Moi, sur 10, je donnerais 8. Mais je pense que j'aurais pu faire BL et ça m'aurait plus plu. BL, oui, c'est une prépa qui est beaucoup plus littéraire. Et en gros, tu fais quand même des maths, mais tu fais aussi pas mal de matières littéraires, philo, littérature, sociaux, et c'est différent de AL où tu ne fais pas de maths du tout. Et la BL peut te préparer aux écoles de commerce, comme elle peut te préparer à l'UNS ou à l'école du Louvre. Et il y a quelques personnes qui font AL et qui finissent en école de commerce, mais c'est vraiment 1 ou 2 par école, quoi. Tu peux accéder à l'ENS en faisant BL. Tous les jours, tous les matins, je me dis merci mon Dieu. Ouais, carrément. Carrément parce que mine de rien, déjà ça te permet d'avoir une certaine connaissance théorique. Et puis surtout sur ton CV, quand tu sors de prépa, ton CV, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien du tout. Donc tu essaies de le remplir du mieux que tu peux. Et c'est vrai qu'avoir fait option cinéma, c'est pas mal à mettre sur un CV. Et puis même, pendant 3 ans, tu fais du ciné, c'est toujours chouette, quoi. Et en prépa, en revanche, c'est vrai que j'avais très peu de temps pour tout ce qui était à côté. Donc bon, le cinéma, je m'y suis moins intéressée pendant cette période, mais de retour en école, t'as beaucoup plus le temps de faire des trucs. Et là, ouais, le cinéma te sert. Bah, moi, j'en parle en entretien. J'ai fait 3 ans de cinéma au lycée. J'ai fait un court-métrage. Je montre mon court-métrage, d'ailleurs. J'ai oublié ça. Je montre mon court-métrage, ouais, à mes recruteurs. L'heure bleue. Je leur dis, bah voilà, j'ai bossé sur ça quand j'étais en terminale. Avec un effet drone. D'un monsieur Pencid incroyable, qui s'est réveillé à 5h du matin, le pauvre, pour venir filmer avec nous. Je sais pas s'il le fait encore, il baisse les yeux. C'est la dernière fois, c'est ça. Ah, maintenant c'est interdit. Et ouais, on l'a fait se réveiller super tôt avec nous pour filmer sur un toit. C'était chouette. Mais oui, du coup, faire CAV, ça m'a aidé dans ma vie, oui, bien sûr. L'heure bleue, ouais, bah, je pense qu'il est il est disponible sur les ordi du lycée. Ouais. Il est sur le serveur. Il est sur le serveur, oui, vous pouvez carrément aller le voir, bien sûr. Non, mais on les mettra un petit peu en ligne, on a eu un petit fermer la chaîne. Tout ça. D'autres questions? Non? Peut-être. Ah, oui. Bonne question. Alors, très bonne question. Alors, dans la boîte. Là, quelque part, cinéma. Toujours. Jamais sorti. Toujours. Ouais, je suis partie, je fais SP Math, je suis partie en prépa commerce et je suis partie en me disant, je vais revenir dans le ciné. Toujours. Et en gros, 2 ans de prépa, là, tu penses pas trop, tu penses juste à l'école que t'as. Une fois que t'as l'école, en fait, tu te rends compte que tout le monde veut faire un truc différent. Donc, l'école de commerce, c'est pas si mal, en fait, pour arriver au cinéma. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les deux patrons de la boîte, il y en a un qui a fait l'ESSEC, qui est tout de suite allé travailler chez TF1. L'autre qui a fait HEC Montréal, puis le SCB, et qui lui est allé travailler chez TV5 Monde en Amérique latine. Pareil, mon tuteur de stage avait fait le SCP. Donc, comment tu fais quand tu es en école de commerce pour trouver des stages dans la culture? Eh ben, en fait, tu cherches. Donc, soit tu as du réseau, tu connais des gens, et c'est tant mieux pour toi, donc tu vas prospecter de ce côté-là. Moi, je connais personne, vraiment, de débarquer, la blédarde. Et moi, je suis allée sur Profil Culture. Profil, comme ça s'écrit en français. Et Profil Culture, c'est un site d'annonces de stages et de jobs qui sont exclusivement dans le domaine de la culture. Ça va de la conception graphique à l'audiovisuel, c'est-à-dire captation, à la musique, vraiment tout ce qui est culturel. Et en gros, c'est là que j'ai trouvé tous mes stages. Ah non, le premier, ce que j'avais fait des candidatures spontanées. C'est moi et ma petite pomme qui allons rechercher les boîtes d'audiovisuel en France. Donc tu vas sur les sites, tu cherches et tout machin, tu cherches les recensements. Et j'avais envoyé un mail, une candidature spontanée. Donc bonjour, je m'appelle tant, j'ai tel âge, j'ai fait ça, est-ce que vous cherchez des gens? Donc ça c'était le premier stage. Deuxième stage, Profil Culture pour Fox Pathé Europa. Et pareil, troisième stage, Profil Culture, tu postules avec le plus classique, c'est lettre de motivation, CV. Moi, j'avais des lettres de recommandation de l'ancien stage, mais jamais hésité à demander une lettre de recommandation, même si vous ne faites pas de ciné.
Mais franchement, je ne l'ai même pas déposé, je crois, celle-là, pour le deuxième stage en prod. Et après, c'est à toi d'assurer en entretien, quoi. Mais c'est possible, il y a plein de passerelles, quoi. Les gens qui font l'école de commerce ne finissent pas tous dans la finance, heureusement. C'est bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah, Mathis, oui. Est-ce que la filière ES, c'est une mauvaise filière pour faire du cinéma si c'est pas dans la production? Non, il n'y a pas de mauvaise filière pour faire quoi que ce soit. Pas ni mauvaise ni bonne. Il n'y a pas, vraiment, pour faire de la production, il n'y a ni mauvaise filière ni bonne filière. Quand c'est pas pour la production. Même pour comment ça? Genre pour de la distrib ou un truc comme ça? Plutôt réalisation. Bah, ouais, mais t'as encore moins de bonnes écoles pour la réalisation, tu vois ce que je veux dire? Il y a des écoles d'audiovisuel qui te préparent à tous les domaines. Donc t'as des écoles qui te préparent à la prod, t'as des écoles qui te préparent à la réalisation. Moi j'ai travaillé avec des gens qui avaient fait Sciences Po, par exemple ES et Sciences Po dans ma boîte. Donc c'est pour ça que je dis, pour arriver dans la production, il n'y a pas de bonnes écoles à faire en fait. C'est vraiment juste creuser son chemin. Et moi je me souviens souvent d'une phrase que Billy Auguste, tu sais, quand on était allé au festival de Marrakech, il avait dit mais si vous voulez travailler dans le cinéma, mais allez-y. C'est tout. Alors, il y a du travail. Hein. N'écoutez pas les gens qui vous disent il n'y a pas de travail dans le monde de la culture, il y en a moins, c'est sûr, mais il y en a. Et si vous êtes suffisamment motivé et si vous montrez que vous aimez suffisamment ce que vous faites, on vous embauchera. Mais il faut vraiment faire taire tous les gens qui disent ah mais la culture, il n'y a pas de travail, t'es mal payé, tu vas crever la dalle. Non, c'est pas vrai. Il faut juste bien chercher, bien trouver et être motivé. Tu vois dans quel métier plus tard? Moi, j'adorerais être productrice. J'adorerais être productrice. Là, j'ai un stage de fin d'études après ma dernière année de master. Je sais pas exactement où je vais le faire. Soit je refais de la production, comme j'ai fait pendant 6 mois, soit je vais en vente internationale, qui est encore une autre partie du cinéma. Et en gros, ça consiste à récupérer le produit fini, donc le film quand il est monté, et d'aller le vendre dans les territoires internationaux. Donc ça, ce serait pour le stage de fin d'études. Donc je sais pas. Mais en revanche, pour la suite de ma vie, ouais, carrément, moi je veux carrément produire des films. Ce sera ça. Vous verrez mon nom au début des films. J'adorerais, il y a une boîte en France qui s'appelle Haut et Court, qui fait des super bons films, qui distribue de super bons films. Eux, ils sont plus catalogue étranger en France. Donc c'est eux qui avaient fait Tel Aviv on Fire, je crois que c'est un des derniers films que j'avais vu qu'ils avaient trop bien. Et eux, j'aimerais bien travailler avec. Mais effectivement, c'est bien, dès maintenant, en fait, quand vous regardez un film, de regarder les noms qui sont au générique au début. Et au début, c'est tous les partenaires financiers. Et même au début du générique de fin, vous allez voir tous les gens qui ont mis des sous. Et comme ça vous permet de mieux comprendre qui investit dans quoi, qui paye quoi, quelle boîte à quelle ligne éditoriale. Donc moi, j'adorerais travailler avec Haut et Court. Mais je me dis aussi que le cinéma en France, c'est très particulier et c'est cool d'y travailler parce que tu comprends vraiment comment ça fonctionne. Les mécanismes sont complexes. Mais je me dis que plus tard, je vais peut-être pas finir ma carrière en France, quoi. Je vais peut-être aller vadrouiller un peu ailleurs. Là, tu pars en Indonésie. Trop bien. Je vais être en échange universitaire. Ça, c'est un autre avantage de l'école de commerce, c'est que ça vous permet de faire des échanges universitaires à l'autre bout de la planète, sans trop de difficultés. Si vous voulez, je vais vous montrer les films de sa chambre. Avec la piscine. La piscine privée, tout ça. Tout ça. Je te laisse en transat au bord de la piscine. Bon. Eh ben merci à vous.